Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire sur la clause de revoyure de solvabilité 2. Donc c'est en quelques mots, ce webinaire fait partie d'un catalogue de formation qui a été mis en place par l'AM et ROAM. Donc en quelques mots, l'AM c'est une association qui existe depuis 2016, qui regroupe les sociétés d'assurance mutuelle qui font partie donc de la FFA. Donc, en tout, c'est 36 sociétés et en tout 110 entités. Et donc, on a pour objectif de promouvoir les intérêts des mutuelles. Et on a aussi choisi de mettre en place un catalogue de formation avec ROAM. Donc, parmi ce catalogue, on a des formations en présentiel et on a aussi mis en place des webinaires pour répondre aux besoins des administrateurs de nos adhérents. En quelques mots, la ROAM. Alors, ROAM, c'est un regroupement d'une soixantaine de sociétés d'assurance qui existent depuis 1855. On a des groupes de travail et on essaie de porter tant comme l'AM, haut et fort, les valeurs de toutes ces sociétés. On va pas vous prendre plus de temps, juste pour remercier, nous sommes dans les locaux de Céronie. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est juste à 50 mètres derrière le Bataclan, près de République, voilà, on est au cœur de Paris. Et nous allons passer juste après la parole à Louis Anselme du cabinet de conseil de formation d'actuariat Actualia, qui donc va nous parler de amendement, règlement délégué 2015/35, je lis vraiment la clause de revoyure. Voilà, la clause de revoyure, c'est beaucoup plus joli. En tout cas, voilà, nous on est ravis de vous accueillir dans ces webinaires. On a fait en sorte normalement de déconnecter vos micros, donc vous devez nous entendre. Vous pouvez retirer vos vidéos aussi si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas, pour ceux qui sont en mode direct, donc en mode synchrone, à nous poser des questions à tout moment. Nous les lisons en direct et nous pouvons soit y répondre au cours de la session, soit y répondre à la fin de la session, et nous prendrons le temps nécessaire pour répondre à toutes les questions. Donc voilà, on vous laisse découvrir ces webinaires et sachez qu'on essaie d'en faire tout au long de l'année. N'hésitez pas à revenir tant vers l'AM que ROAM pour essayer de prendre connaissance des prochains webinaires. Je laisse la parole tout de suite à Louis Anselme. On va rester juste à côté dans la salle et bon webinaire. Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, je répète ce qu'a pu dire Michael. Déjà, on est ravis de vous avoir tous présents pour ce webinaire. C'est un nouveau mode de présentation. Je pense que ça peut être assez intéressant, surtout lorsqu'on essaie d'aborder des sujets techniques sur une courte période pendant 1 heure. Ça permet à tout le monde de pouvoir participer. L'inquiétude, c'est que ça manque un peu d'interactivité, donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions. On est là, on regarde en live toutes vos questions et moi je m'arrêterai pendant toute la présentation pour pouvoir faire en sorte à répondre à vos questions. Donc vraiment n'hésitez pas, au contraire. D'autant plus que le sujet abordé aujourd'hui est un sujet assez technique et je voulais vous préciser dès le départ, on est sur un sujet d'actualité qui est encore en cours, qui n'est pas totalement finalisé et qui a certaines spécificités puisqu'on est encore en attente du dernier validation par la Commission européenne. Ce sujet-là, c'est un sujet de revoyure. Alors le mot n'est pas très joli, je vous en accorde, mais l'idée c'est que on essaye de mettre en place une espèce d'évolution tout au long de la vie de Solvabilité 2 pour faire en sorte que ça réponde à certains critères. Ces critères vont essayer d'apporter un certain nombre de choses à Solvabilité 2, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, on essaie de modifier une directive qui était déjà relativement assez complexe. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait
en entendre. Et donc du coup, les points qui seront abordés seront relativement pointus. Je vais essayer du coup d'apporter un peu de contexte à chacun des différentes modifications qui sont faites dans cette présentation. Alors, pour présenter un peu la clause de revoyure, il faut déjà préciser un peu l'historique et un peu les objectifs. L'historique, c'est que cette clause de revoyure a été prévue dès le départ, dès la mise en application de Solvabilité 2, c'est-à-dire dès 2016, que c'était prévu tous les 2 ans. On essayait de mettre en place un certain nombre de corrections, de simplifications et d'évolutions liées à l'environnement économique pour pouvoir faire en sorte que la directive soit le plus dynamique et le plus efficace en termes d'objectifs de contrôle des organismes d'assurance, mais aussi comme quelque chose qui ne soit pas contraignant pour l'économie. Ces 3 points sont assez importants. Ça a été en fait la demande de la Commission européenne à l'EIOPA, cet organisme de contrôle des organismes de contrôle, en fait le contrôleur de la CPR, pour faire simple, où il y avait un certain nombre de demandes qui avaient été, pas une certaine demande, mais un groupe de travail qui avait été lancé pour répondre à ces 3 objectifs de simplification, de correction et de supprimer les éventuelles contraintes de financement de l'économie. Ces études ont été faites par l'EIOPA, ont été faites courant du mois de février 2018 et est arrivé à un premier projet d'amendement qui était sorti en novembre 2018. À la suite de ce premier projet, certains pays, en particulier la France et les Pays-Bas, avaient souhaité ce qu'on étudie un peu plus certains points. Alors on viendra un petit peu dans le détail de ces points qui avaient été choisis comme à creuser. On parle surtout du risque action, pour lequel on considérait que le choc et l'évolution qui était proposée n'étaient pas assez favorables au financement de l'économie, étaient certes moins contraignants qu'auparavant, mais pas assez favorables. Et donc du coup, beaucoup de lobbies ont été faits à la suite du premier amendement pour essayer de faire modifier les choses, et on verra que ça a porté ses fruits. Alors le calendrier, c'est l'attente donc de cette validation de l'amendement qui sera normalement prévue autour du 10 juin, et une entrée en application qui se fera dès la validation, en fait, dès la signature de cet amendement. Donc c'est-à-dire dès le T2 2019. Alors on a mis sauf certaines exceptions. Vous verrez tout au long de la présentation, je vous présenterai des remarques qui sont plus ou moins significatives. 2 remarques qui sont assez significatives ont été décalées dans le temps afin que les différents acteurs aient le temps de pouvoir mettre en application ces différentes mesures. Alors, le support ne sera plus communiqué. Alors déjà, merci beaucoup pour cette question. Et oui, tout à fait. En tout cas, ce support sera mis à disposition et évidemment sera envoyé à l'ensemble des participants. Alors, si on continue un peu le calendrier, c'est moi, pardon. Je vais en profiter aussi pour rappeler que l'ensemble de la vidéo, vous la retrouverez sur les chaînes YouTube tant de l'AM que de Roam. Voilà, donc on fait en sorte de parler à tous ceux qui sont en direct, mais ça va aussi servir à ceux qui la verront ultérieurement. Alors, on essaie du coup de présenter un peu le projet et
ce que j'aimerais mettre en avant derrière ce calendrier qui reprend un peu ce que j'ai déjà pu dire, c'est que c'est pas fini. Dès 2020, on aura une nouvelle modification des règlements délégués. Les sujets sont déjà connus. Certains sujets étaient déjà des sujets qui devaient être dans cette première modification de la directive. Ils ont été repoussés pour des questions d'impact, d'accords qui n'avaient pas totalement été trouvés en fonction des différents acteurs. Et ça a été repoussé pour environ 2020. Alors j'ai environ, puisque là on devait être sur une mise en application 1er janvier 2009, et on a pris un peu de retard, on a pris à peu près 6 mois de retard. Il est possible que ce soit la même chose pour les prochains échanges. Alors les prochains sujets, c'est bien de les avoir en tête, c'est le recalibrage du risque de taux. Ce sujet-là est assez technique mais assez compréhensible, puisque il était à la base là pour corriger une anomalie qui s'était glissée dans les premiers règlements délégués de la directive Solvabilité 2, où on retrouvait finalement un choc pour les taux négatifs nuls. C'est-à-dire que la directive n'avait pas anticipé l'environnement économique actuel avec ces taux négatifs et ne considérait pas que si on avait des taux négatifs, ça puisse aller encore un petit peu plus bas. Force est de constater que on a eu un certain nombre d'exemples contraires. La correction a été proposée par l'EIOPA et en mettant un certain nombre de réserves par rapport à cette correction, en expliquant qu'il fallait bien étudier en fait les futurs impacts de cette modification, et avait essayé de chiffrer en fait les différents impacts. On estimait, l'EIOPA estimait une augmentation à peu près de 200 milliards d'euros des exigences de capital au sein de l'Union européenne. On parle bien de 200 milliards d'euros, ce qui serait colossal en fait en termes de besoins de financement supplémentaires pour l'ensemble du marché européen. Et finalement, pour maintenir en fait cette compétitivité économique et cette mécanisme de financement de l'économie, il a été décidé de ne pas surcontraindre en fait tous les produits de taux et tout ce qui était risque de taux, et cette mesure a été dans un premier temps proposée par l'EIOPA comme à réétudier pour voir si on pouvait atténuer l'impact, et finalement non retenu par la Commission européenne qui l'a décalé pour la prochaine clause de revoyure. L'autre point qui seront à l'ordre du jour, ce sont des corrections de volatilité. Ça va déjà être une modification qui sera pour cette révision, puisqu'on va voir que les chocs qui sont appliqués pour le risque de souscription, je reviendrai en détail pour expliquer toute cette terminologie, sont déjà revus pour certaines branches d'activité. La question, le Brexit aura-t-il un impact sur l'EIOPA? Alors, le Brexit aura pas un impact sur l'EIOPA en tant que tel. Ça ne rentrera pas en compte dans tout ce process de révision. Ça ne changera pas Solvabilité 2. La seule chose que l'on sait, c'est que l'EIOPA a tiré un peu une sonnette d'alarme là-dessus, en tout cas sur les impacts que peut avoir le Brexit d'un point de vue de l'économie, et a demandé à différents acteurs de faire des scénarios Orsa qui prendraient en compte le Brexit, pour essayer d'évaluer en fait les scénarios crédibles qui seraient sous-jacents au Brexit. En revanche, ça ne change en rien en fait les futures décisions d'évolution de la directive. En tout cas, merci pour vos questions. Vous voyez qu'on essaie de répondre en direct. N'hésitez vraiment pas. Alors,
le troisième point qui sera débattu pour les futures évolutions, c'est tout ce qui est garanti à longue échéance. On appelle ça le pacte branche longue. Et c'est aussi un peu pour ça que le calibrage du risque de taux a été décalé, puisque on va essayer d'embarquer ça dans un package qui pourrait être un nouveau risque, une nouvelle méthode d'évaluation du risque pour tout ce qui est branchement. En revanche, on ne parle pas du Brexit. En revanche, ils ont déjà dit que peut-être d'autres risques seront pris en compte, seront réétudiés. On parle du risque sur l'environnement social et de gouvernance. L'idée, c'est de dire que ce risque-là est peut-être pas pris en compte dans la formule standard. Est-ce qu'on pourrait essayer d'y réfléchir pour essayer de le prendre en compte? Même un risque climatique, en tout cas les évolutions climatiques. Est-ce que l'on doit du coup modifier les risques de la formule standard? Ce seront des questions qui seront étudiées, qui seront proposées par la Commission européenne, donc à l'EIOPA, qui fera ses études de marché. Normalement, vous avez déjà, enfin, les deux organismes ont déjà dû recevoir des appels à contribution pour tout ce qui est risque lié aux branches longues et au risque ESG climatique. L'idée d'alimenter l'EIOPA pour pouvoir arriver à une évaluation du risque. Si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, on remarque que ce WT2 finalement c'est une formule qui est assez technique, qui est assez standard. On essaye d'évaluer au plus juste les risques, mais au final on met l'accent sur tel ou tel point, c'est-à-dire qu'on va prendre l'accent sur le risque de taux, pour lequel on va essayer d'être un peu moins contraignant que pourrait être le vrai risque. On va essayer de mettre en avant des nouveaux risques, comme le risque climatique ou le risque ESG. On va essayer de mettre en avant un certain nombre de justifications sur des écarts qu'on pouvait avoir entre les différents pays. Tout ça fait que on se rend compte que cette formule standard a l'air d'être plus un compromis qu'une vraie décision technique. Moi, c'est quelque chose pour lequel je suis assez convaincu. Je suis pas sûr que la formule standard soit d'une précision absolue. En revanche, je suis sûr que c'est un compromis qui a été trouvé par la Commission européenne pour répondre à un certain nombre de critères, un certain nombre de lobbies. Et c'est important parce que l'ensemble de vos organismes participent à ces différents lobbies qui peuvent avoir lieu tout au long de ces différents travaux de révision. Et vous voyez qu'ils sont nombreux et qu'ils ne vont pas s'arrêter dans ces prochaines années. Je sais que, j'en profite pour faire un peu de pub à la ROAM ou même à différentes associations des FFSA qui travaillent énormément là-dessus. Elles ont un rôle primordial sur ces différentes clauses d'envoyure et vous le verrez sur Risque Action avec des impacts qui peuvent être assez intéressants. Alors, si on rentre un peu dans le vif du sujet de cette modification des règlements délégués par amendement, donc le texte qui est sorti, il comprend, il est en fait assez pédagogique puisqu'il comprend trois parties. Une partie qui rappelle le contexte, une autre partie qui rappelle les consultations avant l'adoption des différentes éléments juridiques qui seront présentés dans une troisième partie, ou pour lequel, et là pour le coup c'est assez standardisé, on va avoir chacune des modifications article par article. Les deux premières parties, elles sont assez pédagogiques, elles sont assez intéressantes à lire, puisqu'elles rappellent vraiment le processus de révision, les objectifs initiaux, les échanges qui ont eu lieu, pourquoi telle décision a été prise plutôt qu'une autre,
Et là, encore une fois, on revoit cet aspect un peu de compromis qui a été trouvé sur certains sujets et une synthèse des points de modification, d'amendement qui sont abordés. Je pense que c'est intéressant de redire ça. Ça fait 4-5 pages à peu près. Et ça donne une bonne vision des échanges et de la vie des pas qui ont pu être remontés. Ensuite, on voit 43 considérants et 80 points modifiant les différents articles du règlement délégué. Donc on voit qu'il y a beaucoup de modifications qui sont faites. Certains sont des points de détail, d'autres sont des ajouts, d'autres sont des vraies modifications. Voilà, c'est quand même derrière tout ça, on est quand même face à une modification assez structurante de la directive. Alors les points qui seront abordés, ça va être un peu le plan de la présentation. Ça va être l'approche par transparence ou transparisation, le risque de marché, le risque de souscription non-vie, le risque de contrepartie, des éléments liés à la simplification de la formule standard et des éléments liés au classement des fonds propres. En fait, c'est plutôt lié à l'absorption, la capacité d'absorption des différents SCR, mais je reviendrai un peu plus en détail par la suite. Alors, si on prend le premier point de la directive, vous verrez que c'est une présentation qui est assez technique, qui reprend les différents points de cet amendement. Mais si on essaie de résumer, on se souvient, et c'est un des points qui avait posé beaucoup de problèmes les premières années, c'était d'être en capacité de démontrer le vrai risque des fonds que détenait chacun des organismes. Chacun des organismes investit dans des organismes de placement collectif, qui sont globalement des fonds, dans lesquels ces fonds investissent sur un certain nombre d'actifs plus ou moins structurés, plus ou moins risqués, plus ou moins sensibles à tel ou tel risque. Et l'information qui avait été nécessaire au calcul de ce risque était assez précise. Il y avait un certain nombre de travaux qui ont été faits sur la place pour essayer d'homogénéiser ces différents transferts d'informations en fonction des fonds vers les organismes d'assurance. On parle d'un format qui s'appelle le format Ampère, pour ceux que ça parle. Ça a quand même été assez contraignant pour tous les organismes qui ont remonté les difficultés en termes de capacité à pouvoir récupérer l'information. Et surtout, face à un calendrier qui s'accélère, puisque ce qui est prévu, c'est que l'on gagne 15 jours encore l'année prochaine sur les délais sur les exigences de reporting. Tout ça fait que il y a des modifications qui sont proposées, qui seront effectives, avec une possibilité de pouvoir avoir des approches simplifiées de l'évaluation du risque de ces différents fonds. À la fois simplifiées en pouvant prendre en compte des éléments plutôt en lien avec l'année dernière, si l'information N-1 est disponible, sur le périmètre pour lequel le fameux seuil, alors fameux, je ne sais pas si c'est vraiment fameux, mais sur ce seuil de 20% pour lequel on avait le droit de faire des approches simplifiées, eh bien il est un peu augmenté, puisque certains fonds qui sont sous-jacents à des unités de compte, par exemple, ne sont pas à prendre en compte, puisqu'on considère que le preneur de risque, que le risque est porté par l'adhérent. Tous ces éléments font qu'il y a une vraie simplification dans les mesures d'application des mesures de transparisation. Je pense que ça va dans un des premiers critères qu'on a pu voir au début, qui était la simplification de la formule standard.
Alors, une fois qu'on a vu ce premier élément, on peut aller sur le risque de marché. Alors, le risque de marché a un impact assez fort, a été assez débattu, en particulier sur le deuxième thème, tout ce qui est action long terme. C'est quelque chose qui était très attendu par le marché, qui expliquait que finalement le choc action était trop contraignant et ne permettait plus l'investissement en action. Si l'on détenait 1 euro d'action, on devait mettre 49 centimes ou 39 centimes de fonds propres en face pour couvrir le risque. Ce qui a été proposé, c'est 2 nouveaux classes d'actifs, classes d'actions, qui seront les actions non cotées éligibles et les actions long terme, pour lesquelles le choc sera allégé en fonction de conditions qui seront à respecter, et on verra ces différentes conditions qui sont à respecter. Dans un premier temps, les conditions qui étaient demandées étaient très contraignantes, voire quasiment impossibles sur le marché français, puisqu'on parlait de fonds cantonnés, pour lequel il ne devait y avoir quasiment aucun mouvement pendant les 12 prochaines années sur ces différents fonds, ce qui paraissait assez illusoire et finalement pas applicable au marché français. Tous ces éléments-là ont été adoucis et finalement on peut espérer dans certains cas pouvoir alléger en fait le risque action. Une autre application qui était très attendue, qui était le risque de spread, pour lequel on pouvait avoir pour des dettes non cotées des risques qui étaient assez forts, et des précisions ont été faites sur la capacité à pouvoir soi-même noter le risque de spread en fonction de différents critères ont été proposés. En termes d'impact, alors sur le marché, ça aura moins d'impact que les actions, puisque le volume est moins important, mais l'impact il est à peu près d'une réduction sur certains types de dettes non cotées, une réduction du risque d'à peu près de 60%. Donc on parle de quelque chose qui peut être assez significatif. Et le dernier point, c'est le risque de change. Alors là, c'est uniquement pour les groupes où on va avoir des simplifications sur ce calcul du risque de change. Alors, la première classe d'actions qui a été créée, c'est les portefeuilles d'actions non cotées éligibles, pour lesquels on va avoir un certain nombre de critères qui vont permettre de pouvoir choquer ces actions, plus à 49%, mais à 39%. Donc il y a une réduction du risque de 10 points. Et les conditions, c'est celles que je vous ai présentées dans le slide 13, sont des conditions qui sont, vous le remarquez, alors assez simples, assez facilement identifiables. Enfin, il faut connaître évidemment l'entité sur laquelle, l'entreprise sur laquelle on va investir. Mais l'accent a été mis sur des pays qui sont membres de l'espace économique européen. L'idée est vraiment de financer, de relancer l'économie derrière cette mesure. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, on est sur des entreprises de taille suffisamment significative. Et le dernier point qui est pas neutre, qui dit mais attention, une analyse financière doit être faite pour bien vérifier que le risque n'est pas supérieur à 30%. Et donc ils ont repris des concepts assez basiques d'analyse financière. Je ne vais pas en ce détail parce que la formule est bien expliquée dans les règlements délégués, mais est un peu technique sur le calcul de bêta qui va être sur un calcul de risque finalement de chacun des organismes, qui revient à un petit peu d'analyse financière pour essayer de justifier que si l'on démontre que le risque sous-jacent est bien inférieur à 39%, on peut appliquer ce choc de 39% et non de 49%.
Là, encore une fois, l'impact est peut-être assez important sur le marché français. L'impact. Il y a une question, y a-t-il une définition de taille significative? Oui, tout à fait. On parle d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions d'euros, par exemple. On parle donc d'un total bilan, je crois que ça doit être aussi 10 millions d'euros, et le nombre de salariés, je ne sais plus le nombre précis qui avait été donné, mais oui, chacun des indicateurs est bien précis avec le seuil qui est défini. Donc non, c'est de rien. Alors le deuxième point est aussi un des points importants, c'est donc cette nouvelle classe d'actifs, ça fait des investissements en actions à long terme, et pour lequel le choc sera de 22% et non 39 ou même 49%. C'est donc une évolution très importante, une attente très importante aussi du marché, et une réponse qui était dans un premier temps assez éloignée des attentes, mais finalement s'y rapprochait. Alors les éléments les plus importants, c'est la période de détention moyenne des investissements en actions. Cette période de détention et ce qui va déterminer si c'est une action qui est détenue à long terme ou pas à long terme, pendant combien de temps je détiens cet investissement. Et derrière un critère de 12 ans qui était proposé au départ, on est maintenant sur quelque chose qui ne dépasse pas les 5 ans. L'autre point, c'était sur l'utilité en fait de cet actif, qui devait être face à un fonds cantonné pour lequel on ne pouvait pas dédier de l'utilisation de ce fonds. Et bien là, on est sur une définition un peu plus large. On parle d'actifs qui doivent être utilisés pour couvrir un risque d'une activité dédiée. Et donc, cette définition est beaucoup plus large que celle d'une première proposition. Ce qui a été apporté, ce qui est un peu nouveau et ce qui est assez intéressant, c'est le point G et le point H, où on parle du risque de liquidité. Et si on reformule un peu ce qui est écrit dans les modifications, on parle en capacité de démontrer qu'en situation de risque, en situation de tension, on ne va pas être contraint de vendre ces actions. Et donc du coup, on doit avoir des éléments de projection suffisamment longs, puisqu'on parle de moins 10 ans de projection pour pouvoir démontrer la capacité à ne pas avoir besoin de vendre ces actions. Là encore une fois, c'est intéressant puisque c'est souvent des compromis qui a été fait sous solvabilité 2, c'est de dire finalement nous on considère que c'est un risque, mais si vous nous le démontrez de cette façon-là, eh bien on serait d'accord pour aller dans votre sens. Mais encore une fois, la charge de la preuve de la matérialité du risque est à la charge de chacun des organismes. Et c'est encore une fois quelque chose qui peut être présenté comme tel dans le cadre de la formule standard, ce qui peut être une critique, puisque finalement, comment on démontre cette charge de preuve, ça peut être plus ou moins facile à faire, mais moi je trouve ça assez intéressant en tout cas de mettre en lumière ce risque de liquidité qu'il peut y avoir face à ces actions long terme. L'autre point qui est aussi intéressant, c'est qu'il précise bien que l'ensemble de ces actions long terme doivent être définies, intégrées dans la gestion des risques, dans la gestion active-passive et dans la politique d'investissement de chacun des organismes. C'est-à-dire que l'ensemble des politiques écrites, les fameuses politiques écrites qui sont revues annuellement, devront être mises à jour en prenant en compte ce risque et en expliquant que chacun de ces poches d'actifs seront traités différemment
pour pouvoir répondre aux différents critères qu'imposent des investissements en actions à long terme. Ça aussi, c'est aussi quelque chose d'important. On voit bien l'importance de la gouvernance qui est mis là-dessus. Et finalement, il y a une espèce d'engagement moral qui est fait par rapport à ça. Finalement, si on veut être en capacité à démontrer que ce sont des actions long terme, il faut changer sa méthode d'investissement. Ça va presque de soi pour faire en sorte que ces actions soient détenues dans une idée de long terme. Et donc, la Commission européenne a presque demandé en fait l'engagement moral via ces politiques écrites de mise en place de stratégies d'investissement qui reflèteraient les conditions de détention de ces actifs long terme. Et ça aussi, encore une fois, je trouve ça assez intéressant comme mode de réflexion et de proposition d'évolution. Alors, un autre point qui peut être aussi important, c'est que ce choix de classification est irréversible. Et tout échange et tout critère doit être documenté et évidemment communiqué à la CPR dans les différents éléments de communication qui sont standards, le RSR, le SFCR et les QRT. Là encore, il y a eu une nouvelle évolution qui a été faite pour tout ce qui est une obligation de dette non notée, pour lequel eh bien, une application d'une note interne peut être possible, réduisant fortement le choc sous-jacent. Et des critères ont été définis pour apporter la justification à ce type de notation. Alors évidemment, on parle de justification auprès de l'autorité de contrôle, ce qui montre bien que l'accord ne sera pas donné. Mais encore une fois, la charge de la preuve est demandée à chacun des organismes sur la nature du risque sous-jacent et donc du coup la possibilité ou non d'appliquer un risque ou une pénalité moins forte pour ce sous-jacent. Les différents critères sont présentés dans le slide, donc vous voyez que on est sur des éléments qui peuvent paraître assez généraux. Finalement, quand on rentre dans les textes, les critères sont assez précis et nécessitent un peu de réflexion, de temps et surtout de mise en place d'une démarche structurée pour chacun des notations internes qu'on pourra déterminer. Alors, si je continue un petit peu sur les différentes modifications qui sont en cours sur cette directive, on parle du risque de souscription. Alors, le risque de souscription, vous voyez qu'il y a beaucoup de modifications qui ont été faites. Et surtout beaucoup de modifications des annexes parce que il y a beaucoup de corrections qui ont été faites sur les différents critères de corrélation entre chacune des zones géographiques, du risque catastrophe, des volatilités du risque, etc., qui fait que ça a impliqué un certain nombre d'articles et un certain nombre d'annexes. Donc voilà, tous ces éléments ne sont pas des grosses modifications comme telles, mais ça correspond à beaucoup d'actifs, à beaucoup d'articles. Alors, le premier point que l'on peut aborder, c'est sur ce qu'on appelle les primes futures pour les contrats pluriannuels. Alors, je précise, on va parler uniquement des contrats pluriannuels, c'est-à-dire l'engagement de l'assureur est sur plusieurs années. Ça ne comprend pas la majorité des contrats auto, ça ne comprend pas la majorité en fait des contrats d'assurance. Finalement, ce qu'on observait, c'est qu'il y avait une forte, c'était très contraignant en fait d'avoir des contrats pluriannuels, puisqu'on imaginait presque qu'on allait se tromper sur toutes les années futures de façon exponentielle. Et bien là, la prise en compte de ce risque va être très fortement minorée, puisque l'on prend en compte que 30% en fait
des primes futures pour les contrats pluriannuels. Et donc, on est sur une diminution assez forte de ce risque pour tout ce qui est contrat pluriannuel. Alors, le schéma que je vous ai présenté, un schéma qui peut paraître assez difficile à lire dans un premier temps, finalement, il est primordial puisqu'il rappelle un peu toutes les différentes éléments dont on a besoin pour calculer le volume de primes pour le risque de souscription. Et donc, il y a les risques, les primes de l'année dernière, les primes de l'année prochaine, et ce qu'on a appelé les FP existing, qui représentent à peu près les PNA, et ces fameux primes futures qui étaient composées pour le contrat annuel de l'ensemble des primes futures, et pour les contrats pluriannuels de l'ensemble des primes futures, et pour les contrats annuels qui correspondent généralement à 2/12 du chiffre d'affaires annuel. Alors, le point suivant, c'est sur les volatilités. Alors, pour rappel, pour calculer le risque de souscription, le risque de dérive qu'on pouvait avoir, on faisait une formule qui était un peu compliquée si on va en détail, mais si on la résume, c'était à peu près trois fois la volatilité fois le volume. Et le volume, on parle du volume de sinistre et le volume de réserve et le volume de prime qu'on vient de définir auparavant. Donc c'était quelque chose d'assez basique si on résume les choses. Et donc on voit que ça dépend de deux critères, la volatilité et évidemment le volume de prime et de sinistre et de réserve. Pardon. Donc, on voit bien l'importance de ce critère de volatilité. La volatilité, on peut imaginer comme la dérive des P sur C, des S sur P ou des P sur C, donc des ratios sinistres à prime que l'on peut observer sur chacune des lobes, puisque les modifications, les volatilités va dépendre évidemment de chacun des risques sous-jacents. Et derrière des impacts qui auraient pu être beaucoup plus forts que ceux que l'on observe, on a des modifications plus ou moins modestes des différents risques et des différents clubs, à part peut-être sur le risque de crédit, où on donne un exemple, crédit caution, on donne un exemple en fait des différents impacts pour un acteur qui aurait un volume de prime, un volume de réserve de 50 et de 10 millions, bien l'impact serait une augmentation de 47% du SCR. Vous voyez que c'est quand même assez significatif et que ça peut quand même impacter un certain nombre d'acteurs. Alors, je vais aller un peu plus vite sur les différents modules suivants, puisque ce sont des modifications qui sont plus mineures. On parle des catastrophes naturelles pour lesquelles la formule est un petit peu changée et qui va mieux prendre en compte les limites contractuelles en fonction des zones géographiques, pour faire à peu près simple. L'ajout d'un module de catastrophe sur les risques marins. De catastrophes santé, on va voir une suppression d'un des modules. Et d'autres modifications relativement mineures sur les différents éléments. Alors, là encore, je vais aller relativement assez vite sur le risque de contrepartie, puisque les modifications qui sont proposées sont pas similaires que ça, mais en fait assez techniques, puisqu'elles vont concerner certains cas spécifiques. Dans certains cas spécifiques de contrepartie centrale, c'est-à-dire lorsque le risque de contrepartie est transféré à différents acteurs, lorsque l'on est sur des contrats de sûreté, eh bien on va pouvoir atténuer en fait le risque de contrepartie. Vous voyez que tous ces éléments-là sont sur des cas très spécifiques
et sur des éléments qui peuvent avoir des impacts importants, mais que lorsqu'on rentre dans les cases de certains cas spécifiques. L'avant-dernier point est sur la simplification du risque. Là encore, cette simplification, elle n'est pas si simple que ça. Déjà, elle se fait que sur des petits cas particuliers de chacun des sous-modules. Je vous prends un exemple assez simple. C'est pour le risque incendie. Pour le risque incendie, on était censé déterminer la plus grande concentration du risque incendie sur un rayon de 200 mètres. Un rayon de 200 mètres, c'est assez compliqué en fait à déterminer puisqu'il fallait avoir les coordonnées GPS de chacun de mes expositions, chacune de mes expositions. C'était quasiment impossible à faire, ou alors c'était très très dur en termes de qualité de données. Ça demandait un certain nombre de critères assez importants. Ils ont expliqué qu'on pouvait retenir les 5 plus grandes expositions. Alors, est-ce que ce sera quelque chose de très avantageux en termes d'évaluation du risque? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que c'est plus simple de calculer les 5 plus grandes expositions que de calculer le risque sur un rayon de 200 mètres. Mais vous voyez ce type de modifications qui ont été faites. Pareil, pour le risque de rachat, on va pouvoir évaluer le risque par groupe homogène de contrat, etc. Tous ces différents petits modules vont quand même nécessiter de la part des opérationnels un peu de travail pour être sûr de bien avoir pris en compte ces nouveaux éléments et vont peut-être avoir parfois, alors, en tout cas pas sur ces points-là, mais peut-être sur d'autres, des impacts qui peuvent être non significatifs et qui seront à étudier. Et une chose est sûre, c'est que il y a des éléments de cadrage qui devront être faits bien avant le prochain arrêté pour ne pas être surpris par ces modifications. Le dernier point, peut-être significatif, que l'on peut voir ensemble, alors c'est pas sur les fonds propres, parce que les fonds propres finalement renvoient vers l'absorption des pertes, mais c'est sur l'article 207 qui a été revu. L'article 207 rappelle la capacité d'absorption du SCR par les impôts différés. Alors, pour faire assez simple, et pour vous rappeler un peu de théorie, c'est de dire que finalement, lorsque j'ai une perte bicentenaire, le fameux SCR qui survient, eh bien, j'aurai une perte comptable, à proprement dite, dans mes comptes, et cette perte comptable va me générer un crédit d'impôt. Et peut-être que ce crédit d'impôt sera récupérable dans un futur alors déterminé par des conditions de récupération des crédits d'impôt. Une question. Oui. Groupe homogène de contrat, cela peut être la LOB. En fait, c'est exactement la même définition que l'on a pour tout ce qui est calcul de BC estimate. Et donc du coup, il faut que l'on ait un groupe homogène de contrat. Et oui, la LOB a été retenue comme suffisamment détaillée pour tout ce qui est groupe homogène de contrat. Du coup, pardon, je reviens sur la capacité d'absorption des pertes par les impôts différés. Et donc, on explique que finalement, lorsqu'on a la survenance d'une perte bicentenaire, eh bien, on a la possibilité d'avoir un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt pourrait nous permettre d'avoir une richesse future. En tout cas, de diminuer les pertes, d'améliorer les gains futurs. Tous ces éléments-là, en fait, étaient assez différents entre chaque pays. Les pratiques qui étaient réalisées étaient très 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 différentes en fonction des conditions fiscales de chacun des pays, en fonction des différents
sensibilité au sujet par le régulateur. L'exemple le plus frappant, c'est que si on va dans ce sens-là, une perte d'un montant d'un SCR me donne un crédit d'impôt de 1/3 de ce SCR. Je peux donc diminuer de 1/3 mon SCR par cet effet d'absorption des pertes par les impôts différés. On le sait que l'ACPR a communiqué sur une volonté de justifier et de documenter ces différentes approches. Et c'est ce qu'a voulu faire aussi l'EIOPA et ce qu'a voulu faire aussi du coup la Commission européenne dans cet amendement, avec des critères de conditions d'application de capacité de perte beaucoup plus strictes et tenant compte d'une projection de l'activité future, d'hypothèses crédibles qui doivent être justifiées et documentées, de nouveaux contrats qui ne doivent pas dépasser, se projeter dans la planification des activités, de cohérence dans les éléments de démonstration entre le bilan prudentiel et le SCR. Tous ces éléments fait que on va vraiment avoir un niveau de détail beaucoup plus fin et une demande en tout cas de la directive beaucoup plus forte sur la capacité de justification des absorptions des pertes. Ces éléments-là sont repris dans l'article 260 puisque on est dans l'article qui parle de tout ce qui est gestion des risques, et dans tout ce volet-là, des éléments sont rajoutés sur tout ce qui est mesures relatives aux choix et aux hypothèses visant à attester du montant et de la recouvrabilité de la capacité d'absorption des pertes des impôts différés. On comprend que il y a une vraie volonté, en tout cas, de rentrer sur ce sujet-là et de s'assurer que les pratiques s'homogénéisent. Rappelons que ces éléments-là doivent être revus par deux acteurs, deux fonctions clés, donc soit par la fonction actuarielle, soit par la gestion des risques. C'est un élément important, d'autant plus que l'EIOPA avait préconisé que ce soit la fonction actuarielle qui revoit ces hypothèses et ces éléments. La Commission européenne a plutôt laissé le choix aux différents acteurs entre ces différents fonctions clés. Autre point, et vous voyez que j'insiste beaucoup sur tout ce qui est capacité d'absorption des pertes, c'est les articles 297 et 311 qui ont fait aussi revue, et ces deux articles parlent des documentations SFCR et RSR, que normalement maintenant vous maîtrisez, puisque ce sont deux rapports, l'un au public, l'un à destination du public et l'autre à la destination du régulateur, pour lequel eh bien la définition des éléments spécifiques liés à la capacité d'absorption des pertes par les impôts différés doit être détaillée. Voilà. Après, j'ai sauté peut-être juste deux petits articles, mais ils sont assez non significatifs. On parle du risque de crédit et reprend un peu les différents éléments qu'on a pu voir lorsqu'on parle d'éléments liés à la notation interne et sur les paramètres propres à l'entreprise où la méthode de calcul du facteur d'ajustement propre à la réassurance a été légèrement revue pour mieux prendre en compte la réassurance. C'est pas les éléments les plus significatifs de l'amendement, et donc du coup je suis passé un petit peu plus vite. Le dernier point que j'aimerais vous faire part, c'est les sources. En fait, elles sont assez explicites, elles sont en français, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et donc du coup elles sont assez explicites, elles méritent beaucoup d'être lues, je vous le redis.
Les deux premières parties de ce règlement délégué sont relativement assez pédagogues. En tout cas, il y a eu un gros travail qui a été fait par la Commission européenne là-dessus. Alors, poussé, parce qu'on connaît un peu la plume de Léopard, mais en tout cas, un gros travail qui a été fait là-dessus. Et je pense que c'est intéressant de bien comprendre. Et vous comprendrez, peut-être comme moi, que cette fameuse formule standard qui paraît relativement technique et très scientifique est en fait un long processus de compromis entre les différents acteurs. Eh ben super. Eh ben sur un sujet qui est particulièrement technique, voilà, on a duré un peu plus de 50 minutes. On a répondu normalement à l'ensemble des questions. Si vous en avez, c'est encore le moment. Si on peut y répondre en direct. Alors je sais que c'est particulièrement technique, mais je pense qu'il est important de voir tous ces sujets et voir ce qu'il en incombe auprès de toutes les équipes. Quand vous êtes administrateur, vous le voyez au sein de vos conseils d'administration. Et voilà, c'est important de montrer que c'est pas simple, solvabilité 2, mais il y a quelques améliorations qui vont dans le bon sens si on regarde cette revoyure. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ben on va alors, en tant que délégué général de Roam et Valérie Blanchard de l'AM, on va tous conclure cette session et puis on vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain webinaire de l'AM et de Roam. Merci encore à Céroni, au cabinet Actuelia, et merci à tous ceux qui ont été présents. Bonne fin d'après-midi, merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.